L'esclavage. Une réalité cruelle qui a déchiré des millions de vies. À cette époque, c'était une réalité omniprésente aux États-Unis, marquant profondément la société et l'économie américaine. Les Afro-Américains réduits en esclavage étaient privés de leurs droits fondamentaux et étaient considérés comme une marchandise appartenant à leurs propriétaires. Ils étaient achetés, vendus et exploités pour les besoins économiques des propriétaires. Mais les choses ont commencé à bouger. Très lentement, je vous l'accorde, mais en 1808 est signée une loi qui stipule que toute importation d'esclaves est désormais interdite, et tout nouveau travailleur devra désormais être né sur le sol américain. Au milieu de cette tourmente, une figure se dresse, prête à défier les chaînes de l'oppression. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a décidé de changer le cours de son histoire. Laissez-moi vous présenter l'histoire incroyable de Monsieur Henry Brown. Henry Brown est né en 1815 dans le comté de Louisiane, en Virginie. Il est le fils d'une mère esclave appelée Betsy et il a un père blanc. Mais selon ce que j'ai trouvé, il s'agirait qu'il soit le propriétaire de sa mère. Et en parlant de propriétaire, le premier propriétaire d'Henry était l'ancien maire de Richmond, John Barrett. Et retenez bien le nom de la ville, c'est très important pour la suite. Mais pour le moment, revenons sur Barrett. Il était plutôt atypique et aussi bizarre que ça puisse être, Henry précise qu'il était d'une gentillesse inhabituelle et qu'il traitait ses esclaves beaucoup mieux que les autres. Bon. Et pourquoi pas? Malheureusement pour Henry, la vie lui a montré ses mauvais côtés dès son plus jeune âge. Il a entre 8 et 10 ans et il découvre la vente d'esclaves. Je dis bien entre 8 et 10 ans parce qu'à l'époque, les esclaves n'avaient pas le droit de connaître leur date de naissance. C'est donc assez compliqué pour moi d'avoir des dates précises. On est un matin ordinaire en 1830, Henry ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il verra sa mère et ses frères et sœurs. À la suite d'une vente d'esclaves et sous ses yeux attristés, tous les membres de sa famille sont vendus séparément à d'autres propriétaires d'esclaves. Comme le précisent de nombreux historiens, séparer les esclaves de leur famille était très fréquent à cette époque. Mais vous allez voir que c'est grâce à ce genre d'histoire qu'il a vécu qui ont participé à forger l'homme qu'il est devenu par la suite. Et jusqu'à ses 15 ans, sa vie est assez mouvementée. Henry a été vendu pas mal de fois à des propriétaires d'esclaves, jusqu'à poser ses valises à Richmond. On est en 1830 et la vente d'esclaves bat son plein à Richmond. Richmond, c'est une ville en Virginie. Et la Virginie en 1830, c'est considéré comme l'état esclavagiste le plus dur. Et si je précise état esclavagiste, c'est parce qu'en 1830, il y a d'un côté les états abolitionnistes et de l'autre, les états esclavagistes dont fait partie la Virginie. Et là-bas, ils y pratiquent entre autres des châtiments physiques comme des coups de fouet, les chaînes et les colliers d'entrave. Ces derniers étaient considérés comme outil de punition pour décourager toute forme de résistance ou de désobéissance. Du travail 7 jours sur 7, extrêmement dur pour assurer une protection constante et de qualité, et l'interdiction d'apprendre à lire et à écrire car les propriétaires craignaient que les esclaves instruits ne remettent en question le système de l'esclavage. De 1830 à 1848, il a été contraint de travailler sur des plantations agricoles, principalement dans la plantation de tabac. Et pour vous donner une petite idée de ces journées, je vous ai fait une reconstruction. 5 heures du matin. Chaque matin avant l'aube, la cloche retentit. Henry doit rapidement se rendre sur son lieu de travail. Et vous vous imaginez bien ce qu'il risquait s'il avait le malheur d'arriver en retard. La pause du midi. Après le travail acharné du matin, Henry a le droit au premier répit de la journée. En général, son repas est constitué de plats faits à base de maïs et assez rarement de lard de porc. Mais en réalité, c'était pas du tout ça. Il avait pas toujours le droit à sa pause repas et la qualité des repas dépendait généralement de l'humeur de son propriétaire. La soirée. La journée de travail est désormais terminée et Henry retourne dans son quartier là où tous les esclaves sont réunis pour passer la nuit, avant d'entendre à nouveau Malgré des années de souffrance et des conditions de travail extrêmement difficiles, c'est sur une plantation qu'il va rencontrer une charmante demoiselle prénommée Nancy. Ils y partagent les mêmes heures de travail et travaillent côte à côte. Nos deux amoureux ont d'abord été de grands amis. Ils avaient beaucoup d'estime l'un envers l'autre et leur amitié leur a apporté un réconfort mutuel dans les moments les plus durs de leur vie d'esclave. Henry la décrit même comme étant la femme la plus courageuse qu'il ait pu rencontrer. Vous vous doutez bien, l'amitié s'est rapidement transformée en amour du côté d'Henry. Et pour couronner le tout,
Henry a fait sa demande en mariage, fièrement acceptée par Nancy, et ils ont eu 3 enfants à la suite de ce mariage. Alors, petite parenthèse, vous vous doutez bien, les propriétaires étaient contre les mariages d'esclaves. Bien que le mariage n'avait rien d'officiel sur le papier, en 1848, Henry et Nancy ont décidé de s'engager l'un envers l'autre et de former leur propre lien conjugal en dépit des obstacles. Ça s'est déroulé dans une cérémonie simple mais significative, entourée de leurs amis proches et de leurs camarades esclaves. Henry et Nancy se sont mariés en secret, bien conscients des risques qu'ils prenaient. La promesse de l'amour éternel est la base d'un mariage. Et en 1840, en tant qu'esclave, c'est une promesse extrêmement compliquée à tenir. Ça en devient presque un amour impossible. On est peu de temps après leur anniversaire de mariage, en mars 1848, et ce qu'ils redoutaient le plus est finalement en train d'arriver. Une vente d'esclaves est en train d'avoir lieu à Richmond. C'est peut-être la dernière fois qu'il verra sa famille, mais il y a quand même un petit espoir. Car la vente n'est pas aussi prolifique que d'habitude, car la demande y est moins élevée. Par conséquent, si aucun d'entre eux n'est vendu, ils pourront rester réunis chez le même propriétaire. La vente commence. Les esclaves en queue, l'un après l'autre. Vendu. 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 Henry Brown voit partir sa femme et ses 2 enfants en Caroline du Nord devant ses yeux attristés. Il se met à crier de toutes ses forces, puis finit par se faire frapper à coups de fouet. Cette fois, c'est le coup de trop. Les semaines qui suivent ont été les plus dures dans la vie d'Henry Brown. Il a dû travailler comme un acharné, sans pouvoir ne serait-ce qu'une seule seconde arrêter de penser à sa famille. Mais Henry Brown n'est pas du genre à se laisser aller. Même dans les moments les plus durs de sa vie, il a toujours réussi à trouver le peu d'espoir qu'il restait en lui. Un matin, en priant pour savoir que faire, il aurait entendu ces mots. Va chercher une caisse et mets-toi dedans. Du coup, il se met toutes les nuits à réfléchir à une sorte de plan d'évasion dans une caisse qui reste encore assez flou pour lui. Mais plus les nuits passent, et plus Henry commence à réellement croire en son plan. Son idée ? Partir dans une caisse jusqu'en Philadelphie, un état abolitionniste. Mais il le sait, son plan est difficilement réalisable. Il y a quelques prérequis avant que cela ne puisse sembler envisageable. Tout d'abord, il y a le trajet. De Richmond jusqu'en Philadelphie, il y a 560 km. Et à l'époque, 560 km, c'est pas 4 heures de TGV. Il y a aussi la boîte. Comment faire pour fabriquer une boîte assez solide, grande et qui permette à Henry Brown de respirer jusqu'à la fin du voyage. Et très important, il lui faut des gens fiables, car il le sait, tout seul, ça sera impossible pour lui. Il lui faut quelqu'un pour l'envoyer jusqu'en Philadelphie et quelqu'un pour le recevoir. Et c'est là qu'entre en jeu l'affranchi James C.S. Smith et le cordonnier Samuel Smith. James a des contacts en Philadelphie comme l'abolitionniste James Miller McKim. Ce dernier s'occupera de recevoir Henry en Philadelphie à la suite d'un voyage qui devrait durer entre 20 et 30 heures. Maintenant, il faut s'occuper de la fabrication de la boîte, et c'est le cordonnier Samuel Smith qui s'y colle. Il opte pour une caisse en bois qui mesure 91 cm sur 61 sur 81, et cette dernière comporte 3 trous pour respirer. Mais à cette époque, Henry Brown mesure 1m73 et pèse 91 kg. Donc Samuel le prévient, il passera de justesse dans la boîte, et cela risque d'être un voyage extrêmement éprouvant pour lui, qui pourrait même causer sa mort. Toutes les conditions sont réunies pour un plan parfait, et Henry Brown et ses acolytes se fixent la date du 29 mars 1949. C'est le jour J. Henry est prêt à quitter sa vie d'esclave, il dit au revoir à ses acolytes James et Samuel et s'installe dans la boîte. Il a une gourde remplie d'eau, des biscuits et un outil pointu pour faire plus de trous, au cas où on sait jamais. Samuel referme la caisse et Henry commence son voyage. Pendant son périple, la caisse a été transportée par wagon, par bateau à vapeur, par ferry et même par chariot. Pendant un de ces changements, Henry commence à sentir la caisse bouger drôlement. Et après quelques intenses minutes à bouger dans tous les sens, la caisse se retourne et il doit finir le reste du trajet, la tête à l'envers. Et je tiens à rappeler que Samuel Smith avait pris la peine d'écrire sur la caisse « Fragile, ce côté vers le haut ». Henry Brown est convaincu qu'il va mourir, mais reste impassible et ne trahit jamais sa présence. 27 heures et 560 km plus tard, il arrive chez William Johnson, un barbier de Philadelphie, membre du chemin de fer clandestin. Alors pour résumer, c'est un réseau d'abolitionnistes, de refuges et d'itinéraires qui mènent les esclaves vers leurs affranchissements. Les membres du comité pensent que l'occupant du colis n'a pas survécu et les destinataires frappent avec quelques coups hésitants sur la caisse. Tout va bien ? Après quelques longues secondes de silence, tout va bien, chef.
Après sa libération, Henry a poursuivi son engagement dans le mouvement abolitionniste et est devenu un conférencier et un artiste de spectacle. Il a utilisé sa propre histoire d'évasion audacieuse pour sensibiliser les gens à la cruauté de l'esclavage et pour promouvoir l'abolition de cette pratique. Il a collaboré avec d'autres abolitionnistes notables de l'époque, tels que Frederick Douglass et Harriet Tubman. Il a partagé son expérience et plaidé en faveur de la liberté et de l'égalité raciale. Il a également participé à des expositions publiques et à des performances théâtrales dans lesquelles il racontait son histoire de manière dramatique. En 1850, il a quitté les États-Unis pour l'Angleterre, où il a continué à présenter ses performances et à s'engager dans des activités abolitionnistes. En Europe, il a présenté des numéros de magie et des spectacles basés sur son histoire d'évasion. Son histoire était si extraordinaire qu'il a attiré l'attention internationale et a contribué à faire avancer la cause abolitionniste à travers le monde. Et après son arrivée en Europe, en 1851, il a aussi écrit un livre, Narrative of the Life of Horry Box Brown. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il a retrouvé ses enfants et sa femme? Je vais vous décevoir, mais pas du tout. Par contre, il s'est remarié en Angleterre et a refondé une famille. Et c'est le 15 juin 1897, à Toronto, à l'âge de 72 ans, que s'éteint Henry Brown. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à l'écrire. C'est la toute première de la chaîne et ce sera loin d'être la dernière. Ça me tenait à cœur de vous partager cette histoire, elle est très peu connue en France et je sais pas du tout pourquoi. Franchement, c'est une histoire de dingue. Je tiens à préciser que les recherches ont été extrêmement compliquées pour la vidéo. C'est une histoire qui date d'il y a quasiment 200 ans, donc il se pourrait que certaines informations soient très approximatives. Mais dans la globalité, on est bon. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera grave plaisir. C'était Play6 et à la prochaine.